instantanée et les problèmes à source continue. Quelle est la différence? Les problèmes à source continue, c'est des problèmes dans lesquels, à la surface frontière, nous avons soit une concentration constante, soit un flux de matière constant. C'est-à-dire, il y a de la matière qui sort, qui diffuse, qui sort, qui diffuse. Comme par exemple l'exercice qu'on vient de voir, l'eau qui s'évapore, il y a toujours de l'eau, donc c'est pas, par exemple, le niveau de la mer ne va pas changer parce qu'il y a une évaporation. Donc, la source, c'est-à-dire la surface de l'eau, elle aura toujours une concentration maximale, CA0, ou CAS, si on veut dire saturation. Donc, c'est une source instantanée, pardon, une source continue. Une source instantanée, c'est quoi? C'est une source de matière limitée. Donc, si la source est continue, comme l'eau de mer tout à l'heure, elle est illimitée. Donc, il y a de l'eau qui s'évapore, et qui ne s'épuise pas. Là, la source ne s'épuise pas. Par contre, dans les sources instantanées, il y a une quantité de matière limitée au départ qui va diffuser et diminuer jusqu'à disparaître. Par exemple, quand vous ouvrez un flacon de parfum, donc il y a le parfum qui va s'évaporer, vous allez sentir l'odeur, donc ça veut dire qu'il y a une diffusion de cette odeur dans l'espace et le flacon de parfum est en train de diminuer. Là, au bout d'un certain temps, il ne reste plus rien. Donc ça, c'est une source instantanée. Comme on résume l'une ou l'autre. Donc vous avez quelques exemples dans le cours, c'est-à-dire le chapitre 4. Et on va aborder le chapitre 5, transfert entre les phases. Donc chapitre 5, transfert entre deux phases. Donc là aussi, vous avez des documents qui n'excèdent pas, je crois, les 7 pages. Donc c'est une introduction au transfert entre les deux phases. Et bien sûr, on va se limiter au modèle stationnaire, parce qu'il y a des modèles stationnaires pour étudier ce phénomène, et il y a aussi des modèles instationnaires. Bon, jusqu'à présent, nous avons considéré le transfert dans une seule phase. Soit on est en phase gazeuse, phase vapeur, comme l'exercice tout à l'heure, c'était pas dans l'eau que ça se passait dans l'air, donc vapeur et air, c'est une phase gazeuse. Et on peut avoir une diffusion en phase liquide, par exemple du sel qui se dissout et qui diffuse dans l'eau. Ou bien un gaz qui est dissous dans l'eau, qui se déplace dans l'eau. Donc ça, vous avez une phase. Et on a dit au départ que qu'est-ce qui provoquait un transfert de matière dans une phase unique? C'était un gradient de concentration. De façon plus générale, c'est le gradient de potentiel chimique, mais aussi limité au gradient de concentration d'une espèce. Donc le gradient d'une espèce, le gradient de concentration de cette espèce, ça veut dire que c'est une différence de concentration entre deux positions. Donc si vous êtes en position 1, vous avez CA1, vous êtes en position 2, vous avez une concentration CA2. Si elles ne sont pas égales, il y a forcément des déplacements pour équilibrer. Donc j'ai utilisé le mot équilibré. Ça veut dire qu'un transfert de matière, il est dû à un déséquilibre. Et le déséquilibre, lorsque vous êtes dans la même phase, c'est une différence de concentration. La nature n'aime pas l'équilibre. Dès qu'il y a, n'aime pas le déséquilibre, dès qu'il y a un déséquilibre, elle réagit. Elle réagit pour équilibrer les concentrations. En transfert de chaleur, c'est pour équilibrer les températures. Bon, donc puisque le transfert de matière dans une phase unique, il est dû à un déséquilibre, eh bien forcément, entre deux phases, il est dû également à un déséquilibre. Sauf que le déséquilibre n'est pas le même. Lorsque vous êtes entre deux phases, eh bien le déséquilibre, c'est une différence de potentiel chimique. Là non plus, on ne va pas utiliser des potentiels chimiques, mais on va utiliser autre chose. Donc, si l'équilibre dans une seule phase, par exemple, vous êtes position 1, vous êtes ici, position 1, position 2, donc l'équilibre, donc vous avez CA1, CA2. Donc là, si on est dans une seule phase, eh bien l'équilibre peut dire que CA1 est égal à CA2. Eh bien, lorsque vous êtes dans deux phases, il y a une équation d'équilibre comme
ceci, mais pas forcément égalité des concentrations dans chacune des phases. Donc quand on parle de transfert entre deux phases, ça veut dire un transfert par exemple entre une phase liquide et une phase gazeuse. Vous connaissez ce problème, c'est le problème par exemple de l'absorption et l'inverse qui est la désorption. L'absorption c'est quoi? Par exemple quand vous avez du CO2 dans l'air, comme il est soluble dans l'eau, eh bien il arrive à la surface de l'eau, il se dissout et diffuse dans l'eau. Et si l'eau est saturée en CO2, il va y avoir le phénomène inverse. Donc le CO2 arrive à la surface et puis il ressort vers l'extérieur. On appelle ça une désorption. Vous pouvez avoir également entre deux phases liquides qui ne se mélangent pas. Par exemple une phase organique et une phase aqueuse, c'est-à-dire l'huile, eau par exemple. Nous avions un TP que nous faisions il y a 2 ou 3 ans. On faisait ce TP. Et donc la phase aqueuse était constituée d'eau et la phase organique c'était du toluène. Et le solide qui se déplace d'une phase à l'autre c'était l'acide acétique. Donc on mettait de l'acide acétique dans le toluène et on fait passer de l'eau sous forme de gouttes qui vont traverser la phase organique sans se mélanger à elle parce que c'est des liquides immiscibles qui ne se mélangent pas. Et on récupère l'eau, comme c'est plus lourd, plus dense que la phase organique, on récupère l'eau, et qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? On va trouver l'acide acétique qui était dans la phase organique. Donc vous avez un transfert comme ceci. Bon. Donc dans ce paragraphe, on commencera par un rappel. Sur les équilibres. Quand je dis un rappel, ça sous-entend que vous avez fait les équilibres, même si ce n'est pas le cas. Même si ce n'est pas le cas, vous allez le faire, je pense. Je ne sais pas si vous l'avez fait en thermodynamique l'année passée. Vous allez le faire en 2e semestre. Donc les équilibres entre phases. Un liquide, liquide, vapeur, etc. Donc, rappel sur les équilibres. Sur les équilibres thermodynamiques entre phases. Sur les équilibres thermodynamiques entre phases. Et je commencerai par les systèmes gaz liquide. Donc 5, 1, 1, système gaz liquide. Donc je reprends les mêmes numéros que vous avez dans le document. Système gaz liquide. Maintenant, pour vous donner une idée de l'équilibre dans une seule phase et l'équilibre entre deux phases. L'équilibre dans la même phase, on a vu tout à l'heure, ça veut dire qu'on a la même concentration de l'espèce chimique à une position 1 et une position 2. Donc c'est comme si vous preniez 2 personnes adultes de 80 kg, vous leur donnez une baguette de pain et vous leur dites de la partager de façon équilibrée. Ça va être quoi? Ils auront la moitié chacun. Donc ça c'est une façon équilibrée. L'équilibre entre deux phases, c'est pas pareil. C'est comme si vous prenez une personne adulte qui pèse 80 kg avec un enfant qui pèse 35 kg. Vous leur donnez une baguette de pain, vous leur dites de la partager de façon équilibrée. Je n'ai pas dit égale, équilibrée. Eh bien, l'enfant va se contenter d'un petit morceau comme ceci et l'adulte va prendre à peu près les 3/4 de la baguette. Et tout le monde est content. Ça veut dire qu'il y a équilibre. Parfait. Eh bien, c'est la même chose. Par exemple, si vous prenez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'absorption de CO2 qui se trouve dans l'air, qui est absorbée par l'eau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a un surplus de CO2 dans l'air, donc il va se diriger vers la surface de l'eau, il sera absorbé, diffusé à l'intérieur de l'eau, jusqu'à ce qu'on atteigne l'équilibre. L'équilibre, vous allez mesurer la concentration du CO2 dans l'eau et la concentration de CO2 dans l'air, vous n'allez pas trouver la même valeur, et pourtant il y a équilibre. Donc maintenant, comment obtenir cet équilibre? Cet équilibre, ça va être une loi qui va être donnée soit sous forme d'équation, soit sous forme de courbe. Souvent, c'est des courbes. Et donc, quand on trace une courbe d'équilibre, il faut faire très attention, on la trace à une température donnée. Parce que le CO2, qui est soluble dans l'eau, sa solubilité change avec la température. Donc, plus l'eau est chaude, moins le CO2 est soluble.
plus elle est froide, plus elle absorbe. Vous avez constaté ça dans la limonade. Quand vous prenez les boissons gazeuses, c'est du CO2 qui est à l'intérieur. Si la boisson est très fraîche, donc le CO2 se trouve dans le liquide. D'ailleurs, quand vous buvez, vous sentez beaucoup l'effet du gaz. Par contre, si la limonade est chaude, eh bien le CO2 n'est plus dans le liquide. Il est dans le petit volume gazeux qui se trouve juste sous le bouchon. Quand vous ouvrez le bouchon, ça sort. Et donc vous sentez moins le gaz dans la limonade. Bon. Donc dans ces... J'ai oublié, bon, il y a peu de que nous avons écrit ici. Donc pour traiter ces transferts de phase, on considère 3 éléments. Pas 4. On considère le cas d'un soluté. Donc on aura un soluté unique. Un soluté. Le soluté, c'est l'espèce chimique qui va diffuser, qui va se déplacer d'une espèce à l'autre. Donc on a un soluté unique, commun, mushtarak, commun aux deux faces. Aux deux faces. Donc, j'ai donné l'exemple du CO2, on le trouve dans l'air et on le trouve dans l'eau. Et l'eau et l'air, on suppose qu'ils sont immiscibles, même s'il y a une évaporation de l'eau qui est négligeable dans l'air. Bon. On va donc considérer une phase gazeuse contenant de l'air. Donc au départ, on va construire une courbe d'équilibre. Donc on considère une phase gazeuse constituée d'air et d'ammoniac. Par exemple. J'aurais pu donner le CO2. Donc, constitué d'air et d'ammoniac. C'est un exemple. Une phase liquide et une phase liquide. Qui est constituée d'eau seulement au départ. Constituée d'eau initialement pure. On les met en contact. On les met en contact. On les met en contact, c'est-à-dire l'air qui contient l'ammoniac en contact avec de l'eau pure initialement. On va négliger l'évaporation de l'eau. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme l'ammoniac est soluble dans l'eau, il est soluble. Donc forcément il y a un déséquilibre. L'air contient l'ammoniac et l'autre ne contient pas. Donc il y a un déséquilibre. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, une partie de l'ammoniac, donc l'ammoniac va diffuser jusqu'à la frontière, et à partir de la frontière, il va se dissoudre à la surface avant de diffuser. Il se dissout d'abord. Donc l'ammoniac que vous avez dans l'eau, attention, ce n'est pas de l'ammoniac gazeux. Il a perdu sa propriété gazeuse. Donc on ne peut pas appliquer la loi des gaz à un gaz qui se trouve dissous dans un liquide. Donc c'est un gaz dissous, c'est comme si vous isolez la molécule d'ammoniac entourée avec de l'eau. Donc pour faire un gaz, il faut beaucoup de molécules ensemble. Donc, comme je disais, l'ammoniac est transféré dans l'eau. L'ammoniac est transféré dans l'eau. Jusqu'à atteindre l'équilibre. Jusqu'à atteindre l'équilibre. Donc quand on atteint l'équilibre, donc il n'y a plus de transfert de l'ammoniac dans l'eau.
de température et de pression constante. Et de pression totale bien sûr, constante. Ou bien des conditions de température et de pression données, donc fixées. Donc, lorsqu'on a des conditions fixes, eh bien, on va atteindre un certain équilibre. Cet équilibre se traduit comment? Par une concentration d'ammoniac dans l'eau qui ne bouge plus, elle a une certaine valeur, et une concentration ou bien une pression partielle de l'ammoniac dans l'air qui ne bouge plus, qui reste constante. Donc, pour faire la différence, dans la phase gazeuse, on mesure la concentration de l'ammoniac en pression partielle, en PA, et dans le liquide, on la mesure en concentration molaire, CA. Donc, on obtient un équilibre, et cet équilibre se traduit par ces deux valeurs. Donc cet équilibre, donc à l'équilibre, on a cet équilibre se traduit donc par une concentration constante d'ammoniac, je vais écrire carrément un H3, dans la phase liquide ou bien dans l'eau, et une pression partielle. Pression partielle de 1 H3 constante dans l'air, ou bien dans la phase gazeuse. Donc on a une valeur de CA, une valeur de PA. On va déranger cet équilibre en ajoutant de l'ammoniac dans la phase gazeuse. Donc on dérange cet équilibre en ajoutant du MH3 dans l'air. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, de l'ammoniac va être transféré à nouveau vers l'eau. De l'ammoniac va être transféré dans l'eau jusqu'à un nouvel état d'équilibre. Un nouvel état d'équilibre. Donc pour le français, on utilise nouvelle et non pas nouveau, même si c'est masculin, parce qu'il commence par une voyelle, état. Donc, un nouvel état d'équilibre, ça veut dire avec de nouvelles concentrations. De nouvelles concentrations. De nouvelles concentrations, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ce qui permet de tracer une courbe d'équilibre PA en fonction de cette. Donc au départ, rappelez-vous, on a atteint l'état d'équilibre. Cet état
état d'équilibre avec une concentration et une pression. Donc il nous donne un point. On dérange l'équilibre en ajoutant de l'ammoniac dans l'air. Donc il va y avoir un transfert jusqu'à obtenir un nouvel état d'équilibre. Je dis, cet état d'équilibre avec des valeurs de concentration différentes de la première et une pression partielle également différente de la première. Donc on obtient un autre point. Et ainsi de suite, ça vous permet de tracer une courbe d'équilibre, bien sûr, dans des conditions de température fixes. Et bien sûr, le zéro, il passe toujours. Il appartient toujours à la courbe d'équilibre. Pourquoi? Parce que le zéro n'est en équilibre qu'avec lui-même. C'est-à-dire si vous ne mettez pas d'ammoniac dans l'eau, vous n'aurez pas d'ammoniac dans l'air. Mais si vous mettez même 1 microgramme d'ammoniac, c'est un déséquilibre. Il va le partager avec l'air. Bien sûr, le partager de façon équilibrée et non pas de façon égale. Ça vous permet donc d'obtenir une courbe d'équilibre qui n'est pas forcément une autre. Voilà. Donc ceci, ce qu'on appelle une courbe d'équilibre. Bon, comme il est dit dans le cours, il existe d'autres manières d'exprimer la courbe d'équilibre. Comment? Et bien selon la manière d'exprimer les concentrations ou bien les pressions partielles. On peut avoir par exemple une courbe d'équilibre XA, YA. Donc XA, c'est la fraction molaire du solide dans la phase liquide, et YA, c'est la fraction molaire du solide dans la phase gazeuse. On peut avoir PA en fonction de XA. On va avoir PA en fonction de XA. Et bien sûr, vous savez comment relier concentration à fraction molaire, etc. Bon. Il existe d'autres courbes d'équilibre quand vous avez un système gaz liquide. Par exemple, si vous avez une solution idéale. Donc, pour une solution idéale, eh bien, on utilise la loi d'équilibre de Raoult. Loi d'équilibre de Raoult. Cette loi d'équilibre de Raoult, je vais vous la donner. C'est PA égale XA PA0. Donc, c'est PA en fonction de XA. PA0, c'est la pression de vapeur saturée. Pression de vapeur saturée. C'est ce que nous avons utilisé tout à l'heure pour l'exercice de l'évaporation. C'est ce qu'on appelle la surface, c'est-à-dire CA0, qui peut être remplacé par ce PA0. Donc, XA, c'est que vous êtes dans la phase liquide. Donc, vous avez une solution idéale. Et bien, ces solutions vont se partager le solidité entre les deux. Donc, vous aurez PA dans la phase gazeuse et XA dans la phase liquide. C'est la solution idéale. Si la solution n'est pas idéale, vous ajoutez un coefficient d'activité gamma A que vous allez voir au deuxième semestre. Voilà. Donc, si en plus le gaz est parfait, si le gaz est parfait, donc si la solution, la phase gazeuse est un gaz parfait, donc je vais écrire si gaz parfait, vous aurez alors le Dalton YA, PA égale YA fois P. C'est-à-dire on a déjà fait YA ou bien X. Parce que comme on est en phase gazeuse, là on est obligé d'utiliser les fractions molaires bien précises, X pour la phase gazeuse, liquide, pardon, et Y pour la phase liquide. Donc si vous combinez les deux, vous avez une phase liquide idéale et un gaz parfait, c'est-à-dire gaz idéal aussi, et bien vous obtenez la loi d'équilibre de Raoult-Darbois. Et si on a les deux, eh bien on aura PA
est égal à YA fois B qui est égal à XA fois PA0. Et donc ce qui va nous donner YA égale PA0 sur la pression totale fois XA. YA PA0 sur P, n'oublions pas que P c'est la pression totale dans le système gazeux. Bon, je vais vous parler de la distillation. Dans la distillation, vous avez généralement, lorsqu'on travaille en binaire, vous avez les deux composants de la phase gazeuse, on les retrouve également dans la phase liquide. C'est-à-dire tous les deux sont volatiles. Donc vous trouvez A et B dans la phase gazeuse et A et B dans la phase liquide. Donc l'expression de la loi de l'équilibre ici, eh bien, elle utilise ce qu'on appelle la volatilité. Donc je ne vais pas entrer là-dedans, mais vous avez les détails dans les documents. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez d'autres systèmes d'équation d'équilibre. Donc, autre forme de l'équation d'équilibre, autre forme de la loi d'équilibre. Donc, vous aurez par exemple P égale H, PA égale HCA. H, on appelle ça constante d'équilibre de Henry. Constante de Henry. Et donc, la constante d'Henry, elle a des unités, c'est-à-dire que c'est une pression divisée par une concentration. Ce qui veut dire atmosphère mètre cube sur mol, par exemple. Vous pouvez avoir une loi comme ceci. PA égale H, XA. Toujours constante d'Henry, mais elle a des unités différentes de celle-ci. Vous pouvez avoir YA égale MXA. Avec M, on appelle ça ou bien coefficient d'équilibre, ou bien coefficient de partage. Donc, dans un exercice, soit on vous donne une constante d'équilibre, je vous donne M, ou bien H, ou bien on vous donne un tableau et vous allez construire votre courbe d'équilibre. Quand la courbe d'équilibre n'est pas, elle est comme ça, n'est pas droite, ça veut dire que le coefficient de partage n'est pas constant. Parce que le coefficient de partage, c'est quoi? C'est YA sur XA, ou bien DYA sur XA, ça veut dire que c'est la pente de la courbe. Vous avez une pente ici, une autre pente, une autre pente, une autre pente, une autre pente. Donc, vous n'avez pas le même M partout. Parfois, on écrit la loi comme ceci, même si la courbe n'est pas droite. Mais avec un M, bien sûr, variable. Vous avez également des systèmes solides, fluides. Donc, j'écris peut-être ce paragraphe, on va peut-être terminer parce que on a dépassé le temps. Donc, 5.1.2, système fluide solide. 5.1.2. C'est les systèmes fluides solides. Donc, dans les systèmes fluides solides, nous avons affaire principalement à une opération qu'on appelle par exemple l'absorption. Il n'y a pas que l'absorption, il y a ce qu'on appelle l'échange d'ions par exemple. Donc, l'absorption, c'est quoi? C'est une surface solide qui va absorber des molécules ou des ions. Donc vous avez des molécules, on n'utilise pas ça par exemple avec le charbon actif pour purifier de l'eau. Vous avez une molécule organique dans l'eau, c'est un poison par exemple, une pollution. Vous faites passer l'eau à travers le charbon actif, et bien le charbon actif va récupérer cette molécule et vous avez de l'eau purifiée en eau. Donc, c'est des systèmes solides fluides. Quand on dit fluide, fluide, ça sous-entend gaz ou liquide. Donc, ce phénomène fonctionne avec les gaz et les liquides. Donc, la loi d'équilibre, généralement, elle s'exprime si vous êtes dans un gaz, PA égale H par exemple, XA. Celui-là, c'est le rapport
On peut même mettre là-bas rapport massique. Donc, rapport massique. On utilise beaucoup le rapport massique dans l'absorption, c'est-à-dire masse de soluté divisé par masse d'absorbant. Donc le solide, on l'appelle l'absorbant, avec un B, hein. Ne pas confondre avec un B, comme dans le cas du système gaz liquide. Donc masse de solidité, c'est masse d'absorbant. Et on peut avoir aussi CA égale H extra. Donc on a noté XA là, faites attention, pour respecter nos symboles. Le grand X, c'est un rapport molaire. Si on ajoute là-bas, c'est le rapport massique. Donc les courbes qui sont tracées, on les appelle les isothermes d'absorption. Donc XA, ici vous avez PA. Donc vous aurez des courbes par exemple comme ceci. Vous avez différents types de courbes. Dans le cas de l'absorption, moi je vais vous donner quelques exemples simples. Donc vous avez ces courbes-là sur le document. Il s'agit de l'absorption, par exemple, de l'acétone dans la graphite. Et vous avez également, c'est pas bien écrit, le benzène. Donc le benzène et l'acétone. Donc l'acétone qui est absorbé par la graphite. La graphite, c'est comme du charbon. C'est un solide constitué de molécules, d'atomes de carbone. Et vous avez également les systèmes liquides-liquides, qu'on verra la prochaine fois. Donc les systèmes liquides-liquides, pareil, mais généralement on utilise le système liquide-liquide, on utilise par exemple rapport molaire en fonction de rapport molaire de l'autre côté. C'est des rapports molaires de solidité dans la phase gazeuse, rapport molaire de solidité dans la phase liquide. Donc ça c'est juste des représentations de la loi d'équilibre qui va être utile pour résoudre un problème de transfert de matière entre deux phases. Donc la prochaine fois, on verra les modèles stationnaires utilisés dans le cas d'un transfert entre deux phases. Donc, on ne verra pas beaucoup de choses. Vous aurez le modèle du film qui est la base, qu'on appelle le modèle de Nernst. C'est un film. Un film, c'est une couche de diffusion, tout simplement, à la surface d'un solide. Et on verra le modèle de Lewis et Wittmann, c'est un modèle à double couche stationnaire. Vous avez double couche, c'est-à-dire vous avez une frontière, gaz, liquide par exemple, et forcément vous avez une diffusion de solidité dans la phase gazeuse avant d'atteindre l'interface, c'est-à-dire la frontière. Ensuite, une fois qu'il passe la frontière, sans résistance, il va diffuser dans notre phase. Donc on va traverser deux couches de diffusion, deux couches diffusionnelles. C'est pour ça qu'on appelle le modèle à double couche. Donc vous aurez deux coefficients de diffusion, vous aurez deux coefficients de transfert de masse par convection. Un en phase gazeuse et l'autre en phase liquide. Donc on va parler également du coefficient global, puisqu'on traverse deux résistances en série, comme on a vu en transfert de chaleur. Forcément, il y a une résistance globale, et donc forcément, il va y avoir un coefficient de transfert de matière global. Donc on s'arrêtera ici, et vous aurez un prochain cours. J'espère que je terminerai le chapitre 5. Bien sûr, il va rester les exercices à faire. Donc, le prochain cours, c'est-à-dire le cours numéro 4, sera peut-être le dernier en ce qui concerne le cours de transfert de matière. Si on a le temps, j'aborderai un petit peu le problème du transfert de matière en régime transitoire. Donc sur ce, salam alaikum.